Merci Nadia Sollogoub, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue de la Nièvre, membre du groupe Union Centriste et vous présidez le groupe d'amitié France-Ukraine ici au Sénat. Et on va bien sûr parler de l'Ukraine. D'abord, on l'a vu dans le journal, cette grande cérémonie internationale et Volodymyr Zelensky qui y a participé, qui a été très applaudi à son arrivée avec son épouse. Est-ce qu'à un moment où la guerre sur le terrain est difficile pour les Ukrainiens, c'est de nature à leur redonner le moral de voir une telle image ? J'imagine. Et puis la présence et le soutien, en effet, étaient symboliques, importants et forts, parce que ce qu'on célébrait avant tout, c'était la libération d'un pays occupé. Et à ce titre, l'Ukraine est particulièrement concernée. D'ailleurs, je pensais pendant le déroulement des cérémonies à ce que pouvait ressentir le président, puisque nous, on a des vétérans qui sont très âgés, mais en Ukraine, il y a des vétérans qui sont très jeunes. Donc voilà, c'est ce parallélisme. Mais j'espère que... Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette cérémonie, puisque vous y étiez? Oui, alors, beaucoup d'émotions, comme tout le monde. Beaucoup de respect pour ces vétérans qui étaient là, parce qu'en effet, le symbole, la symbolique était vraiment très claire. C'était la libération d'un pays occupé, et puis l'hommage rendu vibrant à ces hommes qui étaient des gosses et qui arrivaient en terre inconnue, vraiment portés par leur courage et avec un idéal de liberté. C'était vraiment ça. On est 80 ans après, voilà. Mais ce message reste fort et pour tous. Et qui ont traversé l'océan pour sauver un continent qui n'est pas le leur. Ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron. Voilà. Emmanuel Macron qui a également dit dans son discours, en s'adressant à Volodymyr Zelensky, « Nous sommes là et nous ne faiblirons pas ». Est-ce qu'on est suffisamment là aujourd'hui, les Français, pour aider l'Ukraine ? Alors, je suis présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat, mais je me suis interdit d'ajouter ma voix à la cacophonie de tous les spécialistes de ce conflit. Moi, mon mandat, il est très clair. Celui que j'ai reçu du président du Sénat, c'est l'amitié entre les peuples, donc en France et en Ukraine. Donc je reste dans ce champ et je fais de mon mieux dans ce domaine. Voilà, je botte pas en touche, mais c'est la ligne de conduite que je me suis... Non, mais alors quand même, parce qu'hier soir, Emmanuel Macron a quand même longuement parlé de l'Ukraine. Il a notamment annoncé qu'un pass supplémentaire serait fait dans l'aide française à l'Ukraine. Il va en dire plus aujourd'hui, mais notamment sur l'avion d'envoi Mirage 2000-5. Est-ce que ça répond à une attente des Ukrainiens ? Mais dès le premier jour, les Ukrainiens nous disaient « fermez le ciel ». Je me souviens, en février 2022, on avait des messages de toutes les populations civiles, puisque c'est avec elles que je suis bien sûr en contact, qui disaient « fermez le ciel ». Donc c'est l'histoire du ciel, on est là plus de 2 ans après. Alors maintenant, quelles seront les décisions stratégiques prises par le chef de l'État français, je l'ignore, mais voilà, c'est une des premières demandes. Voilà. Il a également parlé de la formation de pilotes, il a parlé d'une brigade de formation de 4500 soldats et il dit qu'il n'y a pas de tabou pour former sur le sol ukrainien. Est-ce que vous êtes favorable à des formations sur le sol ukrainien directement ? Bon, écoutez, je reste dans le champ que je me suis fixé. Je ne suis pas compétente pour dire qu'est-ce qui sera le mieux, peut-être le moins meurtrier voilà, que ce soit la formation. Bon, évidemment, la formation, ça semble envisageable par rapport à l'envoi de troupes actives, mais je suis incapable d'avoir un avis. Non, mais juste parce que vous connaissez évidemment bien ce qui se passe là-bas. Vous écoutez, j'imagine, les réactions notamment de Vladimir Poutine. Quand vous entendez Vladimir Poutine qui menace de cibler les instructeurs français s'ils vont sur le sol ukrainien, est-ce que vous dites il faut aller jusqu'à mettre nos soldats en danger pour cette guerre en Ukraine ? Alors, bon, moi, je souhaite l'issue la plus... comment dire, qu'on arrête d'avoir des morts tous les jours. On est comme tout le monde, les Ukrainiens sont épuisés, on souhaite une sortie par le haut pour l'Ukraine. Mais c'est bien aussi que le président de la République ait un discours quand même de fermeté, parce que d'annoncer au tout début du conflit à Vladimir Poutine qu'on avait nos limites et qu'on les franchirait pas, c'était peut-être maladroit, et comme Vladimir Poutine écoute évidemment tout ça avec beaucoup d'attention, de lui annoncer dès le départ qu'on n'irait pas très loin, c'était peut-être maladroit et on le paye peut-être maintenant. Donc l'ambiguïté stratégique qu'entretient Emmanuel Macron, finalement c'est mieux, c'est la bonne chose. C'est une guerre de communication, hein, donc aussi. Il y a quand même une menace, notamment encore de Vladimir Poutine. J'imagine que, évidemment, vous l'avez écouté avec attention mercredi soir. Il menace les Occidentaux de fournir à des pays tiers des armes pour frapper leurs intérêts, les intérêts occidentaux, si toutefois l'autorisation qu'a donnée la France, les États-Unis, l'Allemagne à l'Ukraine de frapper sur le sol russe s'avère réelle. Est-ce que vous craignez une escalade, vous, dans ce conflit ?
Ah bah bien sûr, c'est pour ça que je suis tellement réservée. Et alors d'une part, je crains une escalade, d'autre part, Vladimir Poutine dès le premier jour n'a pas cessé de menacer, donc c'est peut-être important qu'on menace aussi en retour. Mais attention à ce discours, en effet. Bon d'ailleurs, Monsieur Macron l'avait très bien dit. Tout ce qui est escalatoire est quand même extrêmement dangereux. Hein. Donc c'est pour ça que moi je n'ajoute pas ma voix à tout ça et je reste dans le champ qui est le mien. Est-ce que ce qui s'est passé hier à Caen, on a vu, on disait Volodymyr Zelensky qui a été très applaudi, Vladimir Poutine qui n'était pas invité, la Russie non plus, ça peut être de nature peut-être à énerver Vladimir Poutine et à se venger peut-être sur le terrain, sur les Ukrainiens. Alors j'ose pas imaginer que ce soit de la provocation. Malgré tout, je veux dire que pendant tout le temps de la cérémonie, il y a eu un vibrant hommage au peuple russe et à son engagement dans le conflit. Les Russes n'étaient pas absents du conflit. Poutine n'était pas invité, mais les Russes n'étaient pas absents. Et un légitime hommage a été rendu à l'engagement des Russes sur le terrain. Bon, par contre, évidemment, le président Zelensky a été en effet très soutenu, mais je vous le disais, c'est parfaitement logique quand on parle de libérer un pays occupé. Mais il a eu raison de ne pas les inviter pour vous, Emmanuel Macron, les Russes hier. Il a dit la Russie a trahi le message du débarquement. Comment est-ce qu'on peut imaginer Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky assis côte à côte ou alors, dans un monde parfait, on aurait pu dire que c'était le moment où tout le monde se réconcilie, mais enfin, ça aurait été peut-être un petit peu difficile à imaginer. Ça aurait été merveilleux, mais j'ai du mal à l'imaginer. Vous qui échangez avec des Ukrainiens, on imagine assez régulièrement, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils disent il va falloir finir par parler avec Vladimir Poutine pour sortir de cette situation? Ou est-ce qu'ils disent non, nous on veut gagner la guerre sur le terrain et on négociera pas avec Vladimir Poutine? Alors déjà, ils disent pas tous pareil. Après, ils disent en effet que c'est inenvisageable pour eux d'avoir eu tous ces morts pour rien, tous ces sacrifiés pour rien. Donc oui, en effet, bien évidemment, ils veulent gagner la guerre, que tout ça n'ait pas été vain. Et puis, ils ont été quand même agressés, donc ils veulent récupérer leur pays. Mais ils disent aussi qu'ils sont épuisés. Et ça, il faut l'entendre, ils sont à bout de force. Mais est-ce qu'ils peuvent encore tenir longtemps? Alors ça fait un petit peu plus de 2 ans. Ça, je l'ignore. Ils ont déjà tenu beaucoup plus que le monde entier pouvait imaginer. On leur donnait quelques jours. Ils nous ont donné à tous une très grande leçon de courage. Jusqu'où ils peuvent aller, on ne sait pas. Avec quels moyens, je l'ignore, parce qu'il y a aussi... c'est pareil, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait. Enfin, il y a quand même des gros décalages. Et bon, voilà, moi, j'entends quand même un peuple épuisé. Moi, puisque je suis en lien avec les populations civiles, il y a quand même beaucoup de... Il faut voir aussi, si on veut reconstruire l'Ukraine après, qu'il va y avoir un nombre considérable de personnes, d'adultes handicapés, qu'il va y avoir un nombre considérable de familles monoparentales, qu'il va y avoir un nombre considérable de gens qui sont partis et qui commencent à reconstruire ailleurs. Voilà, c'est quoi l'avenir de ce pays? Maintenant, c'est la question qu'il faut se poser au-delà des limites territoriales. C'est comment il va pouvoir fonctionner. L'avenir de ce pays, il est dans l'Union européenne pour vous? À terme, ils sont quand même morts pour ça. Hein. Donc voilà, il y aura une négociation. Le jour où tout le monde va aller autour de la table, il va falloir pouvoir négocier. Il faut que ça se soit mis sur la table. Emmanuel Macron, hier, il a été assez prudent sur la temporalité et sur la date. Alors il dit oui, l'Ukraine à terme a vocation à être dans l'Union européenne, mais il n'a pas prévu une échéance très très proche. Il dit d'abord l'Ukraine doit se réformer, on va l'aider pour ça. Ça veut dire que ce ne sera pas avant plusieurs années? Alors l'Ukraine doit absolument se réformer. D'ailleurs, elle le fait à marche forcée, mais il faut que ce processus aboutisse. Et puis, il faut qu'autour de la table, ces choses soient dites et posées quand on sera à la table des négociations. Parce que si le fait d'entrer dans l'Union européenne leur redéclenche les foudres du grand voisin, du grand frère, on aura tout perdu. Il faut que ce soit négocié. Et on va continuer à parler de Volodymyr Zelensky, puisque après les commémorations en Normandie hier, il est aujourd'hui à Paris. Il va notamment prononcer un discours devant l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas l'unanimité chez les parlementaires. On va voir tout ça avec Quentin Calmet. Bonjour Ariane, bonjour Nathalie Sologou. Et Quentin, le président ukrainien, s'exprime donc devant l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois. Non, effectivement, rappelez-vous, 23 mars 2022, un mois après le déclenchement du conflit par la Russie, c'était en visioconférence. Le discours s'était tenu même en simultané à l'Assemblée nationale et au Sénat,
À l'époque, le président ukrainien avait multiplié les discours devant plusieurs parlements occidentaux pour s'assurer du soutien aussi de la communauté internationale. Dans son discours de 2022, il avait comparé la destruction de Mariupol à celle de Verdun et cité la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Mais donc la présence physique de Volodymyr Zelensky dans une des deux chambres du Parlement en France, c'est une première, Oriane. Et les oppositions dénoncent le timing de cette venue. Oui, le premier à s'en prendre à cette initiative, c'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Au moment où il reçoit la convocation pour la séance spéciale d'aujourd'hui, il fait un rappel au règlement au milieu de l'hémicycle. Écoutez Olivier Marleix. Je trouve regrettable qu'à 48 heures d'un scrutin européen, alors que la veille, le président de la République déjà s'est invité sur toutes les chaînes de télé pour tenir un discours de politique générale, nous parler d'Europe, venir parasiter ce débat européen. Notre Assemblée nationale participe finalement à cette confusion en recevant le président Zelensky. Cela n'enlève rien, évidemment, à notre soutien aux Ukrainiens. Même chose au Rassemblement national. Marine Le Pen a parlé mercredi soir d'une invitation dans un but électoraliste de la part d'Emmanuel Macron qui instrumentaliserait le conflit en Ukraine. D'autant que cette invitation tombe à quelques heures de la fin de la campagne électorale. Et à gauche, les Insoumis ont également dénoncé cette invitation. Voilà, Manon Aubry fait également le lien entre l'interview d'hier soir sur TF1 et sur France 2. Écoutez la chef de file de la France Insoumise pour les élections européennes. Il reçoit le président Zelensky de manière exceptionnelle et à l'occasion du 6 juin qui bien sûr, mais le moment de commémoration est important, mais on peut quand même s'interroger sur le timing et la volonté d'instrumentaliser la guerre en Ukraine, qui est un sujet très sérieux sur lequel il faut des réponses très claires. Et je vous l'ai dit, notamment sur le soutien que l'on y apporte, sur la manière dont on ouvre des canaux diplomatiques, sur l'arrêt de l'hypocrisie avec la Russie. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on instrumentalise ce conflit à des fins électorales. Alors Nadia Sollogoub, question très simple. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce que vous voyez une manipulation de la part d'Emmanuel Macron dans ce qui se joue aujourd'hui? Écoutez, moi je ne maîtrise pas le calendrier ni du président Zelensky qui doit être relativement chargé, ni de ce qui se passe encore moins à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que tout le monde instrumentalise la venue du président Zelensky. Ce que j'en vois, moi, c'est que je ne suis pas candidate aux élections européennes. Évidemment, le 6 juin, c'est le 6 juin. Bon, il est à Paris. Nous, on regrette juste un petit peu qu'il n'ait pas trouvé dans son emploi du temps le moment de venir au Sénat. Voilà, on le soutient activement depuis longtemps. Moi derrière le président Larcher, et on aurait été très honorés qu'il puisse venir nous rendre visite. Voilà. Vous avez une explication juste? Est-ce que c'est une question de calendrier, d'agenda serré aujourd'hui, ou est-ce que c'est un choix de l'avoir fait uniquement devant l'Assemblée? Alors, je l'ignore complètement. Il a probablement un agenda extrêmement serré. Donc, voilà, nous, on est déçus, on l'exprime. Nos amis ukrainiens à Paris le savent très bien. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. Par contre, on espère bien que sa prochaine venue arrivera dans un contexte moins polémique politiquement et qu'il viendra en tout premier nous rendre visite parce qu'il sera accueilli à bras ouverts. Mais si l'invitation avait été formulée il y a plusieurs semaines pour les commémorations du 6 juin, comment on explique qu'il n'y ait pas eu comme ça une organisation plus précise de ce qui se passait à Paris juste après? Alors écoutez, franchement, nous on est très habitués aux organisations de dernière minute quand on est parlementaire, donc je ne sais pas si c'est particulièrement dans ce contexte, mais on a souvent des invitations quelques heures avant. Et le fait que Olivier Marleix, comme cela, s'en prenne à cette invitation, ça vous a déçu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, alors j'en ai rien pensé. Par contre, il est regrettable que tout se fasse dans cette grande précipitation, parce que vous voyez, ça amène de la confusion et je comprends que ça puisse être interprété de cette manière. Alors, il n'y a pas que Olivier Marleix, Quentin l'a dit, il y a également le RN, LFI. Est-ce que pour vous, ça dénote une ambiguïté politique de la part de certains groupes dans leur rapport avec la Russie? Non, alors là, je n'irai pas jusque-là. Bon, peut-être par rapport, oui, à la fin du conflit, tout le monde n'est pas sur la même ligne, parce que est-ce que c'est par rapport à la Russie? Est-ce que c'est par rapport à la fin du conflit, à l'issue qu'il faudrait trouver? Oui, certainement, c'est... Bon. Après, du côté de Zelensky, le fait que lui, il en profite des commémorations pour aller faire ses visites le plus possible... Il faut voir que c'est quand même un pays dans l'urgence. Le fait de dire qu'il faut revenir après les élections aux États-Unis, je l'ai entendu aussi. C'est compliqué d'attendre parce que tous les jours, il y a des morts des deux côtés. Donc, on est dans l'urgence et le contexte se complexifie chaque jour. Donc, voilà.
On avait évoqué ce discours qui s'était tenu en 2022. Depuis le président Larcher, une délégation, plusieurs même de sénateurs se sont rendus en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations qu'entretiennent le Parlement français avec l'exécutif ukrainien? Est-ce que vous aidez concrètement le pays? Alors moi, j'essaye d'aider ses habitants, en tout cas, et ses parlementaires. En effet, moi, je suis allée 2 fois en Ukraine dans des délégations, et les parlementaires ukrainiens sont nos amis. Ce sont des gens qui souffrent d'avoir vu avant le conflit des élus, des députés comme nous faire leur travail et puis les revoir quelques mois après avec un casque sur la tête et un gilet pare-balles. C'est extrêmement compliqué, et on entend leurs souffrances, on entend leurs demandes. On aimerait pouvoir les aider humainement et dans une situation qui est extrêmement douloureuse. Et on avait vu que le Sénat français avait proposé d'aider l'Ukraine, notamment pour travailler sur l'entrée du pays dans l'Union européenne. Est-ce que concrètement, il y a des choses que le Sénat français fait sur le terrain en Ukraine pour les aider? Alors, le Sénat français fait des choses aussi en France, puisque des groupes de travail s'échangent. Nous avons des visites régulières de personnes qui travaillent au Sénat et au Parlement, qui viennent voir comment on travaille au Parlement français, quelles sont nos pratiques. Nous avons des échanges de travail réguliers. Merci Quentin. Merci Oriane. Vous revenez tout à l'heure. Voilà, je ferai un petit tuto sur les élections européennes, voilà, pour tout savoir du scrutin de dimanche. Ouais. Attendant, on va aller voir quelqu'un que vous connaissez bien, Quentin. Oui, Gladys. Voilà, que vous pouvez saluer du coup. Gladys Laffitte, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Gladys, puisque évidemment, Nadia Sollogoub, on va avoir l'actualité dans nos régions, pas très loin de chez vous, puisqu'on va aller dans le Cher. On est à Bourges. Gladys, merci d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe au Berry républicain. Gladys, vous allez nous parler d'un tout autre sujet, vous, mais un sujet évidemment qui est très concernant pour les Français. Vous allez nous parler de la hausse des bénéficiaires des aides alimentaires. Oui, et notamment dans les départements ruraux que doit connaître Madame la sénatrice, puisque nous sommes voisins finalement, et donc vous le savez, cette période c'est la période des assemblées générales, donc ce qui permet de donner une photographie assez intéressante avec les âgés de ces associations. Et donc dans le Cher, à Bourges notamment, dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers nord, on a une épicerie solidaire qui a fait ce constat suivant: plus 30% de familles aidées en 2023. Ça représente à peu près 3000 personnes. Donc ça dénote vraiment, d'une part, la hausse de la précarité dans les quartiers. Et puis, l'autre problème, c'est que pour ces associations, eh bien, il faut bien se fournir. Alors, il y a la banque alimentaire. Dans le Cher, c'est 7% de la population qui est aidée par la banque alimentaire. Elle aussi, elle est en proie aux difficultés. Baisse des dons, hausse de l'inflation. On connaît ces sujets dont on a beaucoup parlé, notamment en fin d'année. Alors, la question pour Madame la sénatrice, c'est qu'est-ce qu'on fait sur nos territoires qui sont principalement ruraux, comme chez vous, comme chez nous, pour endiguer la précarité et pour aider ces associations et ces organismes? Est-ce qu'il n'y a pas là un défaut des aides de l'État? Allez-y, Nadia Sollogoub. Oui, alors moi je suis ravie de votre sujet parce qu'il met l'accent sur un réel problème qui peut passer parfois en dessous des radars, c'est la précarisation en milieu rural. Après, il se trouve que récemment j'ai rencontré justement la Banque de France qui faisait une analyse un petit peu plus fine des personnes qui sont en surendettement. Ce qui est très alarmant, c'est la typologie. Parce que ce sont des gens qui ont entre 25 et 50 ans qui se retrouvent dans des difficultés extrêmes. Ça peut être des parents isolés, des femmes seules avec des enfants, des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Donc cette typologie doit vraiment alerter parce que encore dans nos territoires, les accidents de la vie et les gens qui décrochent ont du mal à se nourrir, mais en général, ils ont encore un toit sur la tête parce qu'on n'est pas en zone trop tendue. Mais ça a été longuement évoqué dans les débats budgétaires l'année dernière et je pense que on se battra encore cette année parce qu'en effet, il faut identifier ces problèmes, il faut mettre des moyens plus importants. Et on a quand même, on a eu cet hiver 8000 personnes dans la rue, dont des milliers d'enfants, et pas de solution à leur proposer. Tout ça est aggravé par la crise du logement. Mais en effet, vous avez vraiment raison, il faut mettre le focus là-dessus et il faut que nous, dans nos débats budgétaires, on intègre bien le fait qu'on a des populations en grande difficulté et dans ces familles, il y a des enfants. Gladys, vous allez nous parler d'un autre sujet de préoccupation des Français, c'est la question de l'accès aux soins, des déserts médicaux et particulièrement des associations d'aide à domicile qui ont du mal à recruter.
Oui, je pense qu'on a aussi ce problème en commun entre nos deux départements et ces associations. On le sait, elles sont essentielles, notamment pour une autre typologie de public qui sont les personnes âgées, les personnes qui sont encore en autonomie à domicile. Et puis, ces associations, elles sont vraiment en proie à de grandes difficultés financières, notamment parce que les salaires ont été revalorisés de l'ordre de 10 à 15%, donc ce qui est une bonne nouvelle en soi. Donc ça existe depuis octobre 2021. Néanmoins, toutes ces dépenses pour les associations, elles sont pas toujours compensées par les aides publiques ou par d'autres subventions. Et les associations aidées, elles n'arrivent pas à compenser. Donc le déficit se creuse, ça génère des problématiques qui s'ajoutent aussi aux difficultés de recrutement. C'est un métier qui est très peu attractif. Alors comment on fait pour rendre attractif ce métier et quelle politique publique pour l'autonomie des seniors en ruralité notamment ? Alors vous avez parfaitement raison de considérer que les deux problèmes sont liés, à savoir l'accès aux soins et puis l'aide à domicile. Déjà, on est dans des territoires où les populations sont vieillissantes. Et sur la crise de l'hôpital particulièrement, on peut considérer que c'est l'amont et l'aval aussi, la médecine de ville et le retour à domicile qui peuvent emboliser l'hôpital. Donc il faut travailler sur ces deux axes. Et le fait de revaloriser les salaires, c'était une obligation, c'était une urgence, parce qu'on ne peut pas recruter et demander à des salariés de faire un travail qui est tellement essentiel dans des conditions financières trop précaires. Puis après, vous l'avez évoqué, il y a des familles derrière et précariser la population, c'est pas une solution, mais vous avez tout à fait raison. C'est vraiment de voir qu'une partie du problème que de remonter les salaires et ne pas compenser, parce que si on fait couler ces associations d'aide à domicile, on va se retrouver dans les plus grandes difficultés. C'est tout à fait stratégique pour nos territoires. Et du coup, comment on rend ce métier attractif ? Est-ce que l'augmentation des salaires, c'est une chose, mais comment on aide ces associations, justement ? Alors sur l'attractivité des métiers, il y a aussi des formules, parce que la difficulté, c'est que les salariés ont des temps assez courts. Donc en fait, si on se met à la place souvent des femmes qui font ça, elles ont un temps très court chez une personne, elles doivent sauter dans la voiture, elles doivent courir chez une autre personne, on leur paye pas leur temps de trajet, on leur paye pas toujours le transport. Donc il faut vraiment intégrer tout ça dans leur rémunération, leurs conditions de vie. Et il y a d'autres formules maintenant pour les personnes âgées. Je pense à des formules type, il y a des logements qui sont partagés, où l'aide à domicile est sur le lieu même et n'a pas toutes ces problématiques de déplacement. Et je crois que dans ce secteur, ils ont moins de difficultés à recruter. Surtout qu'on est dans des territoires, on fait tout de suite beaucoup de kilomètres. Donc l'habitat est dispersé. Il faut réfléchir, mais il y a des pistes. L'habitat partagé en est une, et puis des formules de type, je ne veux pas leur faire publicité, mais comme AGV ou des choses comme ça, où les personnes âgées sont en même temps chez elles, mais plus proches pour gérer un peu mieux cette problématique de déplacement. Est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte cette problématique de la dépendance ? Emmanuel Macron avait promis une grande loi de dépendance, oui. Ça fait maintenant 6 ans, elle n'a toujours pas vu le jour. Non. Est-ce qu'il y a un problème de politique publique sur ce sujet du bien vieillir ? Oui, alors moi je suis à la commission des affaires sociales. On ne cesse de réclamer et d'alerter, et tout est lié. Quand on dit l'accès aux soins, vous l'avez dit, et le respect qu'on porte à nos anciens. Et puis il y a aussi tout un gisement d'emplois. C'est dommage qu'il ne soit pas pourvu, parce que dans nos départements c'est de la silver economy aussi. Donc oui, voilà, il faut absolument que le gouvernement considère que c'est une priorité. Et il ne le fait pas ? Écoutez, on n'y est pas arrivé encore. Et chaque année, au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale, on a beau siéger nuit et jour, on arrache. Le contexte budgétaire est compliqué, tout le monde le sait, mais on arrache de petites avancées, alors qu'on aurait tellement besoin de faire un grand pas décidé dans cette direction. Vous allez retenter cette année, du coup. Ah bien sûr. Merci beaucoup. Merci Gladys Lafitte. Merci d'avoir été avec nous. Vous voulez dire un petit mot de votre une, peut-être ? Tout autre chose, Oui, c'est une sur les fast-food dans le Cher. Comment ça marche, qui les détient, comment fonctionnent les franchises, qui est retrouvé dans le journal du jour et sur le site, c'est leberry.fr. Et je reste pour le tuto élection européenne de Quentin Calme. Ça, on n'en doute pas. Vous allez voir, c'est dans 20 minutes, il va tout expliquer, c'est très très clair. On remonte la une, le juteux business des fast-food du Cher. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Gladys, merci et à très vite. Merci Nadia Sologoub, merci d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, vous l'avez compris, dans le club, on va faire le point sur la campagne des européennes, le tuto de Quentin sur comment ça marche, mais également notre sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale sur les intentions de vote. Vous découvrirez tout ça dans une vingtaine de minutes et on va parler de ce sujet. On va faire l'analyse de cette campagne et les enjeux de l'élection tout de suite avec le politologue Martial Foucault qui nous rejoint.